Nous avons sur le plateau Naïl Verendoy. Bonjour. Bonjour à vous. Alors c'est un auteur, professeur d'histoire et géographie. Exactement. Qui a écrit un livre noir entre peinture et histoire. C'est ça? Exactement, je l'ai ramené aujourd'hui d'ailleurs. On va le montrer. Justement, donc dans le, comment dire, la mouvance de l'association Alliance qui en ce moment présentera son 6e édition de Festival Monde en Vue. Vous avez été invité. Donc ce soir, il y aura effectivement un débat sur Harlem Renaissance. Mais avant tout, vous ne serez pas tout seul, vous serez accompagné aussi de NDI. Et avant d'arriver juste à ça, on veut connaître l'homme, on veut connaître qui c'est, comment est venue cette personne d'écrire un livre sur Noir et Histoire, parce que c'est vrai, j'ai cherché, j'ai regardé, c'est vrai que quand on parle noir, automatiquement c'est vrai, dans notre environnement on parle beaucoup d'esclavage, et j'ai vu qu'apparemment c'est une autre version, une autre couleur donnée justement à ce monde noir. Exactement. En fait, on est parti avec un ami qui s'appelle Grégoire Fauconnier, qui est aussi professeur d'histoire. On est parti d'abord d'un recensement, parce qu'en fait, à chaque fois que j'allais dans les musées, je tombais sur des œuvres avec des personnages noirs à l'intérieur. Mais dans tous les musées, au Memorial Act, mais aussi au musée d'Orsay, au musée du Louvre, aux États-Unis, en Haïti, partout dans le monde, il y a des tableaux avec des personnages noirs. Donc à chaque fois, je me posais la question, je me dis mais qui sont-ils ? Pourquoi est-ce que je ne sais pas qui ils sont ? Pourquoi est-ce que quand je me rapproche du cartel, de la notice, il n'y a aucune information sur ce personnage ? Même dans des grands tableaux, on parle de Manet, de Géricault, il y a des personnages noirs dans leurs tableaux. Donc ensuite, on en a recensé presque 10 000. Et là, on a commencé à dire, mais il faut qu'on travaille un petit peu sur cette matière et se dire, mais qui sont-ils ? Et essayer de retrouver leur histoire et d'écrire leur biographie. Et c'est là qu'au final, finalement, on est sorti de l'esclavage, parce qu'on a trouvé des grands personnages qui étaient des chevaliers, des hommes politiques, des danseurs, des boxeurs, des rois, des empereurs. Et là, on s'est dit, mais en fait, l'histoire rétrécit simplement à l'esclavage, qui est certainement peut-être la période la plus sombre de l'histoire de l'humanité, certes, mais il y a eu des Noirs qui ont été là bien avant, mais aussi bien après. Et qui ont un tout autre rôle dans l'histoire, je trouve. Mais comment on peut expliquer qu'on n'ait pas justement cette culture ? Et pourquoi, justement, surtout dans l'Europe, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, c'est très décrié, ils se défendent pour justement reconnaître leur valeur d'être noir, c'est une fierté. Comment se fait-il qu'en Europe, dès qu'on parle de noir, automatiquement, c'est l'alliance à la colonisation, à l'esclavage, à la déportation ? Qu'est-ce qui explique ceci ? Il y a tout un travail à faire. Après, on n'a pas la même histoire. Je pense que c'est pas la même histoire que les États-Unis. Les États-Unis, justement, Harlem Renaissance, dans les années, il y a 100 ans, ils ont commencé ce travail. Nous, on a un siècle de retard. Mais j'espère qu'on va s'y mettre. Et je pense que c'est à nous, c'est d'ailleurs nous, afro-descendants, parce que c'est le terme un peu qui est à la mode aujourd'hui et qui ressort. C'est à nous, les afro-descendants, d'écrire cette histoire. Et lorsqu'on va s'en emparer, on va écrire, on va découvrir énormément de choses. Alors justement, on voit la couverture du livre. Elle représente, que représente justement, on voit la femme, qu'est-ce que ça représente ? Alors justement, c'est pas une femme, c'est un homme. C'est un homme, c'est un barde noir, c'est un musicien dans l'Orient. Et en fait, ce qu'on aimait bien, pourquoi on l'a mis en couverture ? Parce que c'est un homme, mais avec des traits un peu féminins. Il y a aussi tout le travail autour du corps de l'homme noir et de la femme noire qui ont été aussi sujets de préjugés dans l'histoire. Il y a aussi le fait qu'il soit armé, et alors, parce qu'on a découvert énormément de guerriers, de grands soldats noirs, même des grands soldats néerlandais, ghanéens, enfin c'était incroyable. Et il y a aussi l'Orient, parce qu'il y a énormément de représentations de Noirs dans l'Orient. Et pour contrebalancer quand même, parce qu'on est dans la parité, même sur ce plateau, on a mis une femme sur la 4e de couverture, et là c'est une femme peul d'un autre courant qui est en même temps que la Harlem Renaissance, c'est le courant des africanistes. Ce sont des peintres européens qui se sont rendus sur le continent africain et qui ont remonté les cours d'eau pour se rendre au plus près des populations rurales. La question que je pourrais poser, c'est-à-dire que dans toute cette recherche, parce que je pense qu'il y a plus de 300 œuvres dans ce livre, mais vous avez vu plus de 5000 dans vos recherches, c'est quand même c'est monstrueux, c'est phénoménal. Est-ce que le fait justement d'avoir fait ce livre nous met en accord avec notre identité ? Est-ce que c'est une façon pour nous de réaffirmer qu'on est des hommes après tout ? Alors, c'est deux choses. C'est d'une part réaffirmer qu'on est des hommes, et ça il faut le refaire et le faire et le faire et le faire, parce qu'on voit que souvent c'est nié. Mais il y a aussi le fait de se dire, mais on peut être noir
et pas simplement un noir américain. Et moi j'avais envie d'écrire aussi cette histoire des noirs d'Europe qui est finalement différente de celle des noirs américains. À un moment il y a eu une séparation, on n'a pas la même histoire. Et c'était important pour moi de me dire mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y en avait avant moi? Est-ce qu'il y en a eu? Ben oui, il y en a eu. Il y a eu à la Révolution française, on avait des grands personnages noirs qui venaient d'Haïti, qui venaient de Martinique, qui venaient de Guadeloupe. Et ça c'était important pour moi de les mettre en lumière. Mais quel rôle va jouer justement là? Parce que maintenant qu'on découvre qu'il y a eu, il y a eu des grands, il y a eu ceux qui ont écrit, qui ont fait de la peinture, qui ont fait, on va dire, qui font de la musique, surtout en Europe. On oublie un petit peu les États-Unis pour le moment. Quel rôle va jouer justement ces découvertes dans l'art? Quand nous, on aura ce regard, nous, c'est vrai qu'on a du mal à aller dans les musées, mais quel rôle, c'est justement le fait d'avoir découvert ces grands talents? Alors, encore, je vais faire une double réponse. Il y a eu une exposition qui était au musée d'Orsay et qui est maintenant au Memorial Act. Alors, j'ai pas travaillé sur cette exposition. Elle est plus limitée en termes de le modèle noir, qui est plus limité en termes de chronologie, mais elle existe et ça a permis à des Français, et même le musée d'Orsay, c'est international, de se dire mais tiens, il y a des noirs dans la peinture. Et notre livre de recenser sur 6-7 siècles. On reçoit beaucoup de messages, notamment sur les réseaux sociaux, sur Instagram, etc., qui disent mais vous m'avez appris à regarder les peintures, de déplacer mon regard et parfois d'aller au second plan de la peinture et de voir autre chose et de voir un noir, un petit personnage qui était secondaire que je ne voyais pas et qu'aujourd'hui je vois même au premier plan. Et ça me permet de déplacer ces personnages et d'exister vraiment... Mais il n'y a pas cette dualité, parce que c'est vrai que quand nous, on va, c'est vrai que j'ai déjà été au Memorial Act, et quand on regarde des œuvres, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on doit d'abord regarder en tant que noir, et après essayer de regarder en tant que l'autre en face. Est-ce que cette dualité ne fait pas que les gens effectivement se désintéressent ou même disent que c'est assez compliqué d'accéder à... L'art, c'est vrai que c'est compliqué d'y accéder. Moi, je suis pas historien de l'art, moi je suis historien. Et c'est vrai que ce livre, quand on l'a conçu avec Grégoire, on a vraiment voulu qu'il soit accessible, intelligible. On a vulgarisé, moi je suis enseignant au lycée, on veut que les élèves de lycée puissent s'en emparer. Parce que c'est vrai que l'histoire, surtout les livres d'art, je vais me faire beaucoup d'ennemis, mais les livres d'art sont très compliqués, puis on a très peu d'informations en face de la peinture. Là, on voulait qu'à chaque fois qu'on ait la peinture sur la gauche, on ait le texte sur la droite et que ça soit très simple à lire. Et on veut justement faciliter et rendre accessible l'art. Et rendre accessible à tous. Et peut-être avec des entrées peut-être ethniques ou par la couleur de peau, il y a d'autres personnes finalement qui vont s'intéresser, qui vont rentrer dans ces cursus, qui sont des cursus encore élitistes en France, il faut le dire. Mais justement, ça ramène à la question, effectivement, le professeur qui parle. Je pense que ce livre-là, j'espère, entrera dans les manuels scolaires. Comment justement a été accueilli par vos élèves? Parce que je pense qu'ils ont vu le livre. Quel était le retour des parents? Parce que c'est vrai, il y a tout un cheminement pour qu'on puisse accepter l'autre. Comment ça a été perçu? Plutôt bien. Déjà, moi j'ai jamais eu de retour négatif, mais même en général, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui l'altérité, c'est-à-dire d'être confronté à l'autre, c'est quelque chose qui est aussi en vogue aujourd'hui. On se pose beaucoup de questions. On n'a pas eu de fachosphères qui sont tombés sur nous, mais c'est vrai que les élèves et les parents d'élèves l'ont très bien accueilli. Ils disent voilà, ça nous permet de regarder autrement, encore une fois, des domaines qui étaient vraiment des domaines fermés à certaines personnes ou auxquels on ne pensait pas pouvoir accéder. Et ce qu'on veut montrer, c'est que tout le monde peut y accéder. Ce que j'ai cru comprendre, c'est que justement dans le livre il y a différentes parties. Est-ce que c'est un moment, comme on dit, c'est vraiment de l'histoire, c'est voyager à travers les temps, parce que c'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de tout voir. Donc il y a 250 pages. Oui, vraiment expliquer à la personne qui voudrait vraiment acquérir votre livre comment il peut voyager à travers justement. Alors comment je l'ai conçu, je me suis dit il faut que ça puisse être ouvert à n'importe quelle page. C'est-à-dire on ouvre à n'importe quelle page et on tombe sur l'histoire de ce personnage. D'accord. Et à chaque fois sur la droite, on a sa biographie, sa vie, qui était-il, qu'est-ce qu'il a apporté à l'histoire. Et à chaque fois on est parti de la petite histoire pour aller sur la grande histoire. Et pour nous c'était vraiment primordial. Là on a le premier député noir de France, Jean-Baptiste Belay. Oui. Qui est parti d'Haïti, de Saint-Domingue, pour écouter l'abolition de l'esclavage en 1794. Okay. Et c'est à chaque fois, nous c'est vraiment ce qu'on voulait mettre en lumière, et se dire, c'est pas un livre qui se lit de la première à la 250e page. On l'ouvre à n'importe quelle page et laissez-vous happer, laissez-vous plonger dans un des tableaux. Si le regard d'un des personnages vous donne envie, on plonge dedans et on apprend sur lui, on apprend sur l'histoire et on apprend sur notre histoire. Donc il y a un mélange de politique, de social, de culturel. Ah oui, c'est pluridisciplinaire. C'est pour ça que souvent on me dit, mais il fallait en faire un doctorat. Mais non, je pense pas qu'on pouvait en faire un doctorat parce que les doctorats finalement c'est fermé, c'est
en France, on a des périmètres, on a l'histoire, on a la socio, on a la philo, on a la géo. Non, ce livre-là, il est pluridisciplinaire, il est sciences humaines de manière assez holistique et globale. C'est quoi le postulat justement? Quel a été, c'est vrai qu'on a dit qu'on a regardé, mais une fois qu'on l'a créé, c'est fait. C'est-à-dire qu'au départ, on a une question, maintenant c'est fait. Quelle vie? Qu'est-ce qu'on donne? Quel est le message justement qu'on a envie d'envoyer une fois qu'on a vécu ce que vous avez vécu, parce que vous avez quand même fait énormément de recherches. Bah ouais, c'est vrai que c'était 4 ans et demi de travail. C'était dur, hein, les samedis à la bibliothèque, les soirs aussi. Mais c'est vrai que quand il sort, c'est un peu comme dans la philosophie, c'est l'accouchement. On a accouché quelque chose. Et un ami m'avait dit, mais quand tu crées quelque chose, une fois qu'il est sorti, qu'il est publié, il ne t'appartient plus. Oui. Et c'est au public qu'il appartient. Oui. Et c'est vrai que c'est là que on est passé dans une autre sphère, parce que le public s'en est emparé, et on a reçu encore une fois beaucoup de messages sur les réseaux qui disent mais c'est une fierté retrouvée. Oui. Merci pour ce livre, et beaucoup de photos que j'essaie de publier sur Instagram au maximum, mais de personnes qui se prennent en photo avec le livre, ou qui lisent qui lisent à leur enfant le livre et des passages, et dire mais c'est le livre qui m'a manqué dans mon enfance. Parce que nous, c'est vrai qu'on a l'impression d'être tellement éloignés. C'est vrai qu'on dit, ouais, on est aux Antilles, on a 8000 km. C'est vrai qu'on est un petit peu plus de l'Afrique, on sent, parce que c'est vrai qu'on parle de noir, automatiquement, on voit le continent africain. Il y a eu tellement de tabous, tellement de préjugés. Savoir déjà l'impression qu'on s'est été présenté en Afrique. Et puis, je ne vais pas vous dire ici parce que vous venez d'arriver, mais surtout comment on fait pour dépasser ces tabous. Parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup de choses. Hein. Bah oui, on entend beaucoup de choses. Après, c'est vrai que ce travail, ce qui est bien, c'est qu'il est fait pour la diaspora, mais aussi pour le monde entier. C'est pas que pour les Noirs, c'est pour l'intégralité. C'est pour se rendre compte que oui, les Noirs existent, et de voir, par exemple, à un moment, on parle des Belanda Hitam. C'est une ethnie aujourd'hui en Indonésie qui est descendante de soldats ghanéens qui travaillaient pour la couronne néerlandaise et qui ont fait la guerre d'Acé en 1870 et qui sont restés sur place. Puis qui se sont métissés avec les populations locales, et se dire les Noirs, il y en a partout sur la terre, et aujourd'hui le métissage en plus se fait à une vitesse accélérée. Justement, on va faire une transition avec, comme on a des recherches, on va aussi parler justement de ce film qui va être diffusé au Mémorial Act ce soir, Noir est une couleur, de Goldstein. Vous l'avez vu? Oui, je l'ai déjà regardé avant de venir. C'est ça. Donc c'est un film qui est sorti en 2016. C'est ce que j'allais dire. Tu as vu, justement, Arte l'a beaucoup repassé. Quel était justement, après vos recherches, votre regard neuf, parce que c'est vrai que nous, on l'a regardé exemple avec nos préjugés. D'accord. Mais tout le monde a des préjugés, c'est normal. Donc c'est vrai, mais quand on a fait ce mémoire de recherche, on a fait ce travail de 4 ans et demi, quand on revient regarder ce film Noir est une couleur, je me suis dit, mais en fait, l'art, c'est quand même un acte politique. Même si on s'en rend pas compte, même si les artistes, et moi, j'avais pas ce regard, parce que je dis, je suis pas historien de l'art, mais en fait, on se dit, mais l'art, c'est quelque chose de politique. Et il y a eu tellement de préjugés qui ont été construits au 19e siècle, et là, on parle des Noirs, mais après, on peut parler des autres populations, mais sur les Noirs qui ont été construits au 19e siècle, qu'il a été important, il y a 100 ans, pour les artistes américains, et là, noirs américains, afro-américains, de les déconstruire. Et nous, c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire aujourd'hui en France avec 100 ans de retard, mais il faut aussi qu'on les déconstruise. Et c'est important de déconstruire, de se dire, mais je vais porter l'art à un niveau politique pour montrer qu'on existe, qu'on a réalisé, qu'on est des êtres humains comme les autres et qu'on a notre place dans cette société. Alors pour ceux qui nous regardent, donc Noir est une couleur, c'est un film, effectivement, je disais, de Jacques Goldstein. C'est un film qui raconte la marche des artistes africains, on dit afro-américains, pour se réapproprier leur image, leur identité, leur savoir-vivre. Donc on a un petit teaser qu'on va vous passer où on explique un petit peu, où ils expliquent leur démarche. Vous verrez que l'art est resté invisible depuis des années, mais grâce à un travail de ces Afro-Américains, comme on disait, ça a commencé par Harlem, mais ça s'est étendu sur toutes les États-Unis, où on parle énormément de la condition noire, et on pourrait même se demander est-ce que c'est pas de la propagande, même est-ce que c'est pas une volonté politique, parce que le noir doit toujours se justifier. People never really portrayed realistically not even portrayed in modern art.
I don't think that there are any white artists that I've ever encountered who felt compelled to make work about or talk about being white. You know, people just they have the luxury of just making art. So we're accustomed to seeing some of these images that were abbreviated in Basquiat's work in other forms, but he brings it all together and jolts us into a form of expressionism that is new to the eye in certain ways because we hadn't put all these things together. The image of blacks as either childlike or savage or ridiculous, you know, or violent, is part of the system of white supremacy. So to put forward an alternative image is an attack on racism, which is a political statement. Alors, Noir et la couleur, donc un film que vous aurez plaisir à voir au Mémorial Art ce soir à 18h30, donc soyez à l'heure, parce que ce sera suivi d'un débat Harlem Renaissance. Et justement, qu'est-ce que Harlem Renaissance ? Alors Harlem Renaissance, c'est un mouvement de la première moitié du XXe siècle de peinture justement et d'artistes afro-américains comme Harold Douglas, William Henry Johnson. Alors là c'est vrai qu'on voyait beaucoup Basquiat, mais Basquiat c'est quand même la fin du XXe siècle. Mais il faut savoir qu'au début du XXe siècle, les années 20, les années 30, il y a eu tout un mouvement et qui vient d'Harlem, le quartier nord de New York, qui ont décidé de se réapproprier l'art, justement, un petit peu comme ce dont on parlait dans la première partie, et d'en faire leur culture et de se mettre en avant et de se représenter eux-mêmes, parce qu'ils se sentaient aussi sous-représentés. Et là, comme on l'a dit, c'était politique, mais aussi dans l'imaginaire et dans l'image. Et pour contrebalancer, je pense, toutes ces images négatives qui étaient dans la société, il a fallu qu'à un moment, dans les années 30, les Noirs américains, irriguent l'art de leur image et d'en faire une image positive. Et ça, c'était vraiment important et ça a permis justement à des Kerry James Marshall ou Basquiat de pouvoir exister à la fin du XXe siècle et de devenir des très très grands artistes mondiaux. Donc ce soir, il y aura un débat justement par rapport à cela. Donc ce sera un débat par rapport à ce qu'on peut nous arriver à faire. Ce sera peut-être la base ou Alors, les débats, ça part souvent du public, mais c'est vrai qu'on va d'abord voir l'accueil du public par rapport à ce film, par rapport à ce documentaire, voir si c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu connu, je pense encore. Après, quand on connaît pas trop la peinture, c'est pas quelque chose qu'on peut savoir facilement. Mais d'abord, on va revenir avec le public sur le documentaire et puis voir aussi peut-être essayer d'étirer. Ça, c'est mon souhait à moi, étirer justement sur des artistes antillais peut-être et comment ils se sont réappropriés leur culture aussi et leur place dans les Antilles, mais aussi dans la France de manière. Parce qu'il faut savoir que c'est vrai que nous. Il n'y a pas si longtemps, dire noir était une grande difficulté. On a donné tout le temps, on a donné black, white. On a du mal, vraiment, même le mot nègre dérange. Alors, nègre, moi ce que je dis souvent, c'est nègre, ça résonne avec toute une histoire. C'est ça. Toute une histoire et une histoire. Les Américains, ils se le disent à tout bout de champ. Les Noirs américains se le disent, mais si un blanc américain ou une autre ethnie le dit, il peut pas le dire. Il va être exclu de tous les médias tout de suite. Donc ils disent le N-word, le N mot pour dire nègre. Donc, mais en France, c'est vrai que parfois on l'entend encore. Moi, c'est vrai que je suis pas trop pour son utilisation, en tout cas dans la France continentale, on va dire hexagonale, parce que voilà, il y a toute l'histoire et l'esclavage et c'est quand même un crime contre l'humanité. Un des Durant principaux. vos recherches, vous avez trouvé des œuvres que des esclaves ont fait? Alors non, j'en ai pas trouvé, il y en a pas qui sont restés ou je sais pas s'ils ont eu accès à la peinture. Et le problème, c'est qu'il faut que ça puisse, la peinture à l'huile, il faut une méthode de conservation et ça a été un petit peu, ça a été compliqué. Donc Et il y a eu aussi des Antillais qui ont émergé dans les œuvres découvertes.
C'est-à-dire Chevalier Saint-Georges. Ah oui, Chevalier de Saint-Georges, bien sûr, Chevalier de Saint-Georges. Non, on en a plusieurs du Chevalier de Saint-Georges. Oui. Et non, c'est une fierté, Jean-Baptiste Belay. Enfin, il y a plein de. Il y a, comment il s'appelle, le père de la Révolution, je vais y arriver, Dumas, qui était aussi antillais. Enfin, il y a plein de grands, plein de grands personnages antillais mais qui sont super bien représentés, en plus des très beaux portraits. Et jamais condescendants. On les voit vraiment fiers, portant les couleurs de la France et de la Révolution. Et c'est des personnages historiques qui ont leur importance la plus haute dans notre histoire. Il y aura justement, pendant votre passage en Guadeloupe, la vente de votre livre. Alors il y a aussi à l'hôtel Arawak un café littéraire samedi matin à 11h où on va présenter le livre et aussi je pense en vendre, mais c'est pas moi qui vais le faire, mais je pense qu'il y a une librairie qui va le vendre. D'accord, comme on dit, rendez-vous samedi, mais surtout avant de rendez-vous ce soir pour le débat autour de Renaissance Harlem. On se le rappelle, 6e édition du festival Monde en Vue, donc c'est 37 films, dont 11 courts-métrages, 17 documentaires, 5 films fiction, 5 fictions, 4 vidéos d'artistes. Donc principalement, vous avez Naïl Verndoy, désolé, présent, mais vous aurez aussi Pape Ndiar ce soir, qui est le commissaire du Modèle Noir. Vous avez aussi Aïcha Boro, qui est réalisatrice, Elsa Dorlin, Maria da Silva. Panel de personnes invitées, donc les temps forts. Donc ce sera ce soir, comme je vous le répète, au Mémorial, mais il y aura aussi demain l'ouverture officielle avec un film Anti, les origines, un film de Christophe Yanomrama Pierre de 56 minutes. Et puis tout au long du ZCL, on va un petit peu vous dérouler l'actualité du Monde en Vue. Donc on remercie Naïla, oui. D'être venu sur mon plateau. Et on va faire un retour à l'actualité.